Professeure de droit, féministe et ancienne présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, Monia Benjim a écrit son premier roman, Les siestes du grand-père, récit d'inceste. Dans cet ouvrage, elle ose parler de l'indicible, d'un tabou aussi vieux que le monde, l'inceste. Monia est née dans une famille modeste et traditionnelle peu après l'indépendance. Déjà très jeune, elle s'empare de la question des droits des femmes, lutte qui guidera sa vie. Elle déclare d'ailleurs dans une interview consacrée au journal Leaders, confrontée très jeune à l'injustice, je me suis juré de porter la voix de celles qui m'ont élevée et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, de celles qui souffrent encore en silence de la pauvreté, de l'exclusion et de la violence. Elle ajoute aussi « J'ai vu nos femmes passer toujours après les hommes, la révolte, ce sont les femmes de la famille qui me l'ont transmise. » Les siestes du grand-père, qui connaît actuellement un franc succès en librairie, sera bientôt traduit en arabe littéraire et aussi en langue tunisienne. Bonjour. C'est, comme je disais, un grand plaisir de vous recevoir pour la parution de votre livre Les siestes du grand-père, récit d'inceste, qui est paru en janvier 2021, donc très récemment, qui fait un carton dans les librairies actuellement, pour parler justement de ce très beau roman des problématiques dont il traite, qui sont assez d'actualité malheureusement et assez tabou. Tout d'abord, pour vous présenter rapidement, Madame Monia, donc vous êtes née le 12 octobre 1958 en Tunisie. Vous êtes professeur de droit. 1957. 57, pardon. 57, oui. C'est sur Internet, ils ont mis 58. Voilà, vous m'avez rajeuni d'une année, merci. Donc, vous êtes professeur de droit et vous êtes une très grande féministe, c'est très important de le rappeler. Vous avez fait très jeune, vous êtes engagé déjà dès l'université dans la formation d'un cercle de réflexion et de débat sur le féminisme au sein du club culturel Tahar Haddad. Vous avez poursuivi ensuite vos études à Paris, vos études de droit, et vous avez, chose aussi importante, été présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates entre 2016 et 2018, une période assez charnière, on en parlera puisque c'est justement en 2017 qu'a été adoptée la loi sur les violences sexuelles et les violences sexistes et sexuelles contre les femmes tunisiennes. Et justement, dans la lignée de cet engagement féministe, ma première question, Madame Monia, c'est comment vous avez vécu ces années à la tête de l'Association tunisienne des femmes démocrates et quel sens cette expérience a pour vous dans votre parcours? Alors, merci à Carthago Nostrum pour l'invitation. Vous m'honorez véritablement. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, mon expérience en tant que présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates a été l'une des plus riches de ma vie. C'était très fatigant aussi. C'était une expérience riche mais épuisante parce que l'Association tunisienne des femmes démocrates est en réalité une petite association. On est à peine 200 à peut-être maximum 300 adhérentes. Donc, ce n'est pas une association énorme. Mais nous travaillons pour l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Donc, pour l'égalité dans les droits civils et familiaux, économiques et sociaux, politiques. Plus nous prenons en charge les femmes victimes de violences. Au départ, on avait un seul centre qui était le centre de Tunis, le centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences. Et puis ensuite, on en a ouvert dans les régions également à Sfax, à Sousse, à Kérouan, à Bizerte. Donc, ça fait beaucoup de travail, ça fait énormément de travail, sans compter que
on ne reçoit pas de financement de l'État. Donc, on est tout le temps à la recherche de financement pour pouvoir voilà, remplir l'objet de l'association et continuer notre combat. Les années entre 2016 et 2018, les années où j'ai été présidente de l'association, ça a été des années très riches, puisque d'abord en 2016, on a eu la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles. En 2017, il y a eu la loi numéro 58 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et nous avons eu aussi le décret présidentiel de réforme de certains articles du Code du statut personnel qui enlève la discrimination en matière d'héritage. Mais c'est un décret, je pense que vous le savez, qui n'a toujours pas été examiné par l'Assemblée des représentants du peuple, par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Et l'égalité dans l'héritage, la TFD milite pour l'égalité dans l'héritage depuis très longtemps, comme elle a milité pendant très longtemps pour une loi intégrale contre les violences à l'égard des femmes. On a réussi à avoir la loi après près d'un quart de siècle de militantisme dans l'association. Et puis là, nous continuons le combat pour l'égalité dans l'héritage et l'égalité dans tous les domaines. Donc ça a été des années riches, pleines, et comme je le disais tout à l'heure, véritablement une des plus belles expériences de ma vie. Oui, bah les plus riches. Très bien. Je souhaite aussi remercier aussi les personnes qui nous suivent actuellement et je les invite aussi à réagir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à Monia. Nous lui adresserons avec plaisir. Donc c'est vrai que c'est des années assez charnières hein, pour les droits des femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient beaucoup aussi dans vos interviews, quand je suis allé regarder vos interviews, lire vos interviews. Et il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est aussi cette influence de la littérature. Puisque vous avez déclaré dans une interview pour Leaders que même adolescente, déjà, vous lisiez beaucoup Simone de Beauvoir, Nawel Saadeh, à qui j'adresse mes plus grands hommages, qui nous a quittés il y a quelques jours d'ailleurs. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est dans quelle mesure ces femmes qui ont marqué la littérature, qui ont marqué la condition des femmes, dans quelle mesure ont-elles construit et influencé votre engagement féministe et aussi votre prise de conscience de ces questions de la condition des femmes? Moi, je crois que je suis féministe dans le sang. Je n'ai pas vraiment attendu de lire Simone de Beauvoir ou Nawel Saadawi pour devenir féministe. Mais déjà, très jeune, j'étais en colère contre la condition des femmes, notamment dans ma famille, qui est une famille plutôt conservatrice. Donc j'étais révoltée et en fait, la lecture de Simone de Beauvoir d'abord et ensuite de Nawel Saadawi m'ont confirmée dans mon féminisme. Je voyais là que j'étais sur la bonne voie. Je n'étais pas seule, il y avait avant moi des militantes et voilà, ça m'a confirmée dans ma vocation féministe. Mais je le suis depuis très, très longtemps et c'est vrai que la lecture, j'ai beaucoup lu dans ma vie, hein, je lis énormément encore aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, mais je peux pas vivre sans avoir un roman sous la main. Si j'ai pas un roman sous la main, je suis malade. Donc oui, je lis beaucoup et puis le féminisme, je crois que oui, je crois que c'est la condition des femmes de mon pays, même si on dit que la Tunisie est, est mieux que les autres pays arabes. C'est vrai qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne les droits des femmes,
mais on est loin du compte encore. Hein. On est loin de l'égalité, malheureusement. Et puis, on le sait, hein, quand il y a des crises économiques, politiques, etc., ce sont les femmes qui vont le plus payer. On le voit aujourd'hui. Le chômage des femmes est quasiment le double de celui des hommes en Tunisie. La crise sanitaire aussi a aggravé la condition des femmes parce que les femmes, en général, occupent les emplois les plus euh, oui, enfin, vulnérables, les plus précaires, voilà, les plus précaires. Elles sont femmes de ménage, elles sont donc domestiques, elles travaillent dans les champs ou bien dans l'hôtellerie, dans le secteur des services. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui aujourd'hui, enfin de filles, de fillettes qui quittent l'école un peu trop tôt. Donc oui, c'est très difficile pour les femmes encore aujourd'hui en Tunisie. Oui, et c'est quelque chose de très saisissant aussi dans votre livre, dans votre ouvrage, puisqu'on voit de manière assez prégnante la condition des femmes qui imprègne votre récit. D'ailleurs, le narrateur fait souvent le lien entre l'inceste et la condition des femmes. Et juste, notamment au début du livre, quand le narrateur présente justement le milieu familial, qui dresse un peu le portrait des membres de la famille, on voit justement cette description que les femmes ont dans la famille, que ce soit le mariage arrangé des parents de Nedre, le fait qu'elle parte à l'étranger étudier et que ça lui est reproché, des passages assez poignants et que j'aimerais peut-être, si vous me le permettez, en faire une lecture rapide, notamment à la page 80, où, où il est écrit ce qu'elle lui dit, cette fois-ci, lui fit prendre conscience de la souffrance des femmes de sa famille. Jamais elle ne les entendit se plaindre de porter le sefsel, de ne pas avoir été à l'école, de se charger de tous les travaux domestiques, de servir les hommes en premier et de manger les restes, de n'être pas libre de leurs mouvements, d'être malheureuse en ménage, de ne pas avoir d'orgasme. Comme le lui dit un jour l'une de ses cousines, « Oh, je ne suis qu'un trou, mon mari y entre, puis en ressort, je ne ressens rien. » Leur enfermement leur pesait, et le souffle de liberté qui s'empara des femmes de sa famille dans les années 60 s'évapora rapidement. Et justement, ça m'amène à vous poser une question qui est la suivante, c'est est-ce que selon vous, la structure patriarcale que le narrateur décrit dans le livre favorise l'inceste? Est-ce que, autrement dit, dans quelle mesure le féminisme et la dénonciation de l'inceste corroborent, se recoupent-ils? Est-ce qu'ils sont liés? Oui, tout à fait. Ils sont tout à fait liés parce que on est vraiment dans un système patriarcal qui veut que le corps des femmes et des enfants également soit la propriété des hommes. Et donc, voilà, c'est le système patriarcal qui favorise l'inceste. Comme le dit Dorothée Ducy, que je cite également dans le livre, c'est véritablement le berceau des dominations. On va apprendre à l'enfant, en utilisant son corps, à obéir, à toujours dire oui, à ne pas dire non. Et donc, oui, c'est le système patriarcal qui fait l'inceste. Ça, je suis totalement convaincue. Et je pense que on ne pourra arriver au bout de l'inceste que si on arrive au bout du patriarcat. Ce qui n'est hélas pas pour demain. Aujourd'hui, on assiste quand même à une véritable révolution féministe avec la libération de la parole
qui a commencé avec le fameux MeToo, qui a continué à Tunis avec NZ, et puis un peu dans tous les pays du monde, la parole se libère. Les femmes ne se taisent plus. Voilà, on Alors va y que arriver. répondez-vous justement à cette, peut-être cette critique qui peut venir, ou peut-être cette réponse qui peut venir, que l'inceste peut toucher aussi bien les garçons que les filles? Oui, ça n'empêche pas. C'est vrai que c'est les enfants qui, voilà, c'est des objets. Donc, on peut les utiliser comme on veut, que ce soit des filles ou des garçons. Alors, pour les garçons aussi, c'est leur apprendre à être dans les normes et à perpétuer le système patriarcal. Ce qui est très étonnant, c'est que les garçons, quand ils ont été incestés, souvent, bon, pas toujours, mais souvent, ils vont reproduire la même chose sur les autres enfants une fois qu'ils sont devenus adultes. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'inceste est très grave, parce que si aujourd'hui il y a un inceste dans une famille, ça veut dire que dans le passé, il y en a eu et que dans l'avenir, il y en aura aussi. Donc, ça permet de perpétuer ce système incesteur, mais aussi le système patriarcal. Enfin, moi, Bien sûr. je l'explique comme ça. Et Mais tout à aussi, fait, les vous garçons, c'est... l'expliquez, vous Les l'expliquez garçons, même c'est... très bien à la fin du livre, avec Pardon? les études. Pardon, je vous Oui, ai coupé, mais vous l'expliquez même très bien à la fin du livre, avec les études scientifiques que vous détaillez. oui. Oui, enfin, les études dont il est question à la fin du livre, c'est pour dire qu'on transmet nos traumatismes. Donc, de génération en génération, on transmet nos traumatismes à travers les expériences qui ont été faites notamment à l'Université de médecine de Genève, qui ont étudié les gènes d'une grand-mère, d'une mère qui a eu un enfant de l'inceste de son père et la petite fille qui est née de l'inceste. Et ils se sont rendus compte à l'Université de Genève qu'il y avait des traces épigénétiques chez les trois femmes, y compris chez l'enfant qui n'a jamais subi d'inceste. Et d'ailleurs, la trace la plus visible est chez la petite fille qui n'a pas subi d'inceste. Chez la grand-mère aussi, qui n'a pas subi d'inceste, mais c'était son mari qui avait incesté, incesté sa fille. Et donc, oui, on transmet nos traumatismes à nos enfants. Euh, et puis, oui, l'inceste en particulier est intergénérationnel. Ça, c'est prouvé scientifiquement, effectivement. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un chapitre très intéressant que franchement, qui est vraiment à lire et à aller à lire ces études, puisque c'est, c'est quelque chose dont moi je n'avais pas connaissance et qui sont très intéressantes à connaître. Et justement, puisque vous évoquiez aussi cette question la question du mouvement MeToo, hashtag NSZ, et donc ça fait maintenant quelques années que la parole se libère, que le tabou tombe autant sur les violences sexistes et sexuelles que sur l'inceste, bien que certains témoignages restent anonymes, il faut le rappeler. D'ailleurs, votre livre est sorti dans un moment quand même assez tendu, puisque c'était, en tout cas en France, pendant l'affaire Duhamel, qui, rappelons-le, professeur à Sciences Po Paris, avait incesté son beau-fils. Euh, donc, là, ça s'inscrit quand même dans un mouvement de libération de la parole. Et ma question est la suivante, comment vous avez déterminé la date de parution et est-ce qu'il s'inscrit dans ce mouvement-là de libération de la parole? Oui, s'inscrit forcément dans ce mouvement de libération de la parole, même si j'avais commencé l'écriture de ce livre beaucoup plus tôt. Je l'ai commencé en 2015, très exactement, 2014-2015, après avoir eu une expérience
au centre de prise en charge des femmes victimes de violences de l'association. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'inceste était fréquent. On a eu à l'association tunisienne des femmes démocrates au moins 200 cas d'inceste direct, c'est-à-dire des mères qui sont venues nous voir pour demander un accompagnement de la TFD, un accompagnement judiciaire, au moment où elles portaient plainte parce que leur enfant avait été incesté. J'avais aussi remarqué que les femmes victimes de violences conjugales, puisque la majorité des femmes qui venaient nous voir, c'était des femmes victimes de violences conjugales, quand on approfondissait les choses avec elles, très souvent, on découvrait au détour d'une conversation, au détour d'un témoignage, qu'elles avaient subi un inceste ou d'autres agressions sexuelles quand elles étaient enfants. Et quand on n'est pas pris en charge suffisamment tôt, quand on a subi un inceste, quand on est enfant, on continuera à être victime toute sa vie. On devient vulnérable à toutes les violences sexuelles, mais aussi tous les autres types de violences. Souvent, les femmes victimes d'inceste se retrouvent dans des relations toxiques avec les hommes. Et donc, elles vont se retrouver voilà, en pleine violence conjugale. Elles sont plus vulnérables et en général, les prédateurs sexuels, les pervers narcissiques, je crois ils sentent la vulnérabilité de la personne, ce qui fait que elle a été victime une fois et parce qu'elle n'a pas été prise en charge, elle va continuer à être victime tout au long de sa vie. Et donc, c'est ce qui a beaucoup motivé l'écriture du texte, sans compter que j'étais aussi très en colère contre le législateur, parce que l'inceste n'était pas nommé dans le code pénal. Et puis, toutes les affaires qu'on a eues à la TFD, des affaires d'inceste, pas toutes, mais la plupart, se sont soldées par des acquittements. Ensuite, il y a eu beaucoup d'affaires qui m'ont particulièrement émue. Il y a eu une fois l'affaire d'un Français qui avait été poursuivi en Tunisie pour avoir agressé sexuellement des enfants, des Tunisiens. Il y a eu une affaire aussi dont il est question dans le livre d'un enseignant à Sfax, donc à Tunis, qui avait aussi agressé sexuellement plusieurs enfants sur plusieurs années. On a mis du temps à s'apercevoir qu'il agressait sexuellement ses élèves. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, y compris l'affaire de Gueb, voilà, qui m'ont mis particulièrement en colère et qui ont déterminé l'écriture du livre. Et puis effectivement, il y a eu Enazeda. Et quand j'ai lu les témoignages qui étaient donnés dans le MeToo tunisien, donc Enazeda, je me suis rendu compte que la plupart des témoignages, c'était des témoignages d'inceste. Beaucoup en tout cas. Il y en avait énormément, beaucoup d'agressions sexuelles subies quand il ou elle était enfant, mais également beaucoup d'inceste. Et donc, voilà, c'est ce qui a motivé l'écriture du livre. Donc, je l'ai commencé en 2015 et je l'ai terminé en mai 2019. Je l'ai envoyé à mon éditeur en mai 2019. Il m'a répondu à la fin de l'année 2019. Je ne sais plus, octobre ou novembre 2019. Et il était prévu que le livre soit publié pour la foire du livre de mars 2020. Et puis, comme il y a eu le coronavirus, l'épidémie, la foire du livre n'a pas eu lieu, elle a été reportée. Et mon éditeur pensait donc diffuser le livre à la prochaine foire du livre qui devait avoir lieu en octobre ou novembre 2020. Ça, c'est pas fait, non plus à cause de la crise sanitaire.
Et bon, c'est lui qui a choisi la date hein, de janvier 2021. Je crois que là, il s'est décidé à la publication quand il a vu l'écho qu'avait eu le livre de Duhamel, Familia mais Grande également, de Camille Kouchner. comment? Familia Grande Oui, de voilà, Camille Familia Kouchner. Grande de Camille Kouchner et le mouvement MeToo inceste, qui avait aussi, à la suite de la parution du livre de Camille Kouchner. Donc c'est lui qui a décidé de la date, mais le livre était prêt bien avant celui de Camille Kouchner. Et justement, parce que c'est une question qui me vient maintenant que vous disiez que vous aviez une colère contre ceux qui ne comprenaient pas l'inceste, ceux qui, tant le législateur que si je pense aux scientifiques, puisque c'est ce qui transparaît dans votre livre, c'est que même les psychologues ne comprennent pas. La société, n'en parlant pas, elle va mettre beaucoup plus de temps pour saisir la question, mais les psychologues, les scientifiques Oui. ne comprennent pas dans les années 60, 70, encore 80, la question de l'inceste. Moi, je pense que même maintenant, je pense que les psys en général, qu'ils soient psychologues ou psychiatres, ne sont pas suffisamment formés à la prise en charge des enfants victimes d'inceste. C'est plusieurs traumatismes hein, que l'enfant va avoir suite à l'inceste. Et l'autre jour, on a eu une réunion à Tunis avec des psychologues et des psychiatres. Et il y avait une psychologue qui travaille dans un centre qui s'appelle Nebras, de prise en charge des victimes de la torture. Et, euh, et je crois que la prise en charge des enfants victimes d'inceste euh, doit être identique à la prise en charge des personnes qui ont subi une torture. Je pense que c'est les mêmes traumatismes qui vont naître du fait de l'inceste, donc plusieurs traumatismes, et qui nécessitent une prise en charge déterminée. Et là, à ce niveau-là, il n'y a pas suffisamment de formation. C'est vrai que, même maintenant, hein, mais dans les facultés de médecine, on commence à donner des cours sur les violences, sur les traumatismes multiples, la prise en charge des victimes de multitraumas, de polytraumas. Et donc voilà, ça commence à bouger un petit peu. C'est-à-dire Oui, c'était valable dans les années 80, 70-80, mais je pense que c'est valable encore aujourd'hui, même si il y a eu des progrès qui ont été faits. d'accord. Et pour revenir justement au livre, c'est-à-dire si même euh, personne n'arrive à comprendre ce qui est indicible, est-ce que la littérature vous est-elle parue comme un échappatoire, comme une manière justement de rendre visible l'inceste? Oui, en fait, pour moi, c'était la seule manière, parce que j'ai essayé au départ, comme je suis juriste, j'ai essayé au départ de faire un livre académique, un livre de droit sur l'inceste, comment le droit envisageait l'inceste, et puis à reproduire les décisions de justice, à les commenter, etc. Mais en réalité, je n'y arrivais pas. La seule manière de le dire, c'était de le dire voilà, dans un roman, d'en faire un récit. J'arrivais pas à écrire froidement l'inceste. Il fallait que ce soit voilà, un texte littéraire. Et c'est intéressant ce que vous dites actuellement, l'écrire, vous n'arriviez pas à l'écrire froidement. Alors, mais justement, cette question, je pense que qui nous frappe d'ailleurs dès le début du livre, c'est justement cette distance qu'a le narrateur avec Ned. Est-ce que cette distance de la troisième personne, est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est Oui, une manière factuelle de oui, se détacher? c'était choisi. Oui, oui, c'est aussi plus facile d'écrire à la troisième personne.
Ça vient mieux à la troisième personne et puis voilà, sous forme de roman, ça vient mieux. Mais ça a été très dur à écrire, hein. Ceci dit, Oui, ça pas été une partie facile, d'autant plus que j'avais commencé par véritablement le récit de l'inceste. Et donc à fouiller la mémoire, à essayer essayer d'en faire un récit, en soi c'est difficile parce que dire l'inceste, c'est déjà le dire à soi-même, se dire qu'on a subi un inceste, c'est très difficile. Et puis ensuite commencer à en parler, on commence, c'est vrai, à en parler un petit peu autour de soi, ses amis, etc. Mais après, le dire en public, voilà, ça c'est prend du temps évident, en tout cas, ça prend du temps. Ça bien prend du temps sûr, et c'est une écriture difficile, bien sûr, et même en tout au-delà, état de cause. bien sûr, même au-delà, je pense aussi à une forme qui revient souvent, mais aussi bien dans l'inceste que dans les violences euh, sexistes et sexuelles, c'est aussi la culpabilité. Dans l'histoire de Ned, ce qui résonne le plus avec les autres histoires, c'est justement cette culpabilisation et aussi le silence des proches. Ou par exemple, je pense bah, tout simplement, par exemple, au livre de Camille Kouchner, où elle explique dans son livre que la mère était au courant et qu'elle va délibérément fermer les yeux sur ce qui se passe. Ou par exemple, avec l'affaire Betty Manetchese en France, où pendant 10 ans, une fille va se faire violer et séquestrée par son père. Et d'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus où justement elle témoigne. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup bouleversé, c'est ce qu'elle dit dans une interview au Nouvel Observateur. Je sais qu'ils vont être furieux, ils vont me reprocher de sortir tout ça. Pour eux, c'est sale, mais moi, j'ai besoin de raconter pour qu'on me dise que je ne suis pas coupable de tout ce qui s'est passé. Et de même, Ned, elle culpabilise. Et c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que le narrateur dit. Ce geste de rabattre leur jupe, Ned ne l'oubliera jamais. Il a tant contribué à la culpabiliser. Pourquoi, s'est-elle dit plus tard, n'ai-je pas rabattu ma jupe? Pourquoi l'ai-je laissé faire? Comment, Madame Monnier, on peut expliquer ce sentiment de culpabilisation aussi bien lié dans les violences sexuelles envers les adultes que dans l'inceste? Le système agresseur est ainsi fait. C'est comme ça que l'agresseur va pouvoir asseoir son emprise sur la victime. Et donc, il va inverser la culpabilité. C'est pas lui qui va se sentir coupable, mais il va faire en sorte que la victime se sente coupable. Euh, Même chose pour la honte, il va inverser. C'est pas lui qui a honte, c'est la victime qui va avoir honte. Et puis, il y a la peur également. La victime a peur. Et c'est comme ça que l'agresseur, en fait, dans tous les types de violences, dans tous les types de violences, l'agresseur va inverser la culpabilité, va inverser la honte et puis créer un sentiment de peur chez la victime. C'est comme ça qu'il va pouvoir la maîtriser et avoir le silence, pouvoir avoir le silence de la victime. La victime a peur, elle a honte, elle culpabilise et donc elle se tait. Et donc elle ne parle pas et donc elle ne dénonce pas les violences. Et le système agresseur est toujours comme ça, dans l'inceste et dans tous les types de violences, y compris les violences conjugales, euh, pas seulement les violences sexuelles. Et d'ailleurs aussi sur le déni, puisque comme souvent, c'est la question aussi de est-ce que les proches le savent? Parce que dans le livre, il y a quelque chose aussi qui nous frappe, qui frappe le lecteur, c'est cette dichotomie, cette fracture entre la fête et ce qui se passe dans la chambre, c'est-à-dire les viols. Euh, comment pardonner à ceux qui ont su et qui n'ont rien voulu dire, qui n'ont rien voulu savoir? Alors est-ce qu'ils l'ont su? Nedra se pose des questions.
On se pose des questions. Est-ce qu'ils l'ont su? Elle se pose des questions, en fait. Elle ne sait pas trop. Personne n'en a parlé. C'est vrai que ça se passait pratiquement à quelques mètres de là où toute la famille se réunissait. Mais personne ne s'en est rendu compte. Et en réalité, le déni, surtout en matière d'inceste, est extrêmement fort. Parce que l'inceste, c'est un crime de lien. On sait que si on dénonce l'inceste, c'est toute la famille qui risque d'éclater. Et donc, voilà, on préfère protéger la famille plutôt que protéger l'enfant. Voilà, c'est effrayant. On n'a pas envie de savoir que ce grand-père que tout le monde trouve voilà, très, très généreux, même s'il était sévère, etc., puisse être un pervers. Oui. Donc oui, voilà, le déni en matière d'inceste, c'est assez incroyable. Hein. On en parle un petit moment et puis après on se tait. C'est de nouveau le silence. Dans la loi aussi, hein, dans la loi, pour que l'inceste soit nommé, il a fallu du temps, autant en France qu'en Tunisie. Et même aujourd'hui, s'il est nommé, il est partiellement nommé. Ce n'est pas un crime autonome, c'est une circonstance aggravante. Et donc voilà, on a Bien peur sûr. de faire éclater la famille et donc on préfère se taire, on préfère ne pas voir. Les gens disent ça, hein, disent passons à autre chose, parlons d'autre chose, c'est trop horrible, personne ne veut savoir. Mais la loi, elle doit être intangible avec les agresseurs. Et d'ailleurs, là, vous le dites, le droit évolue et il doit évoluer en la question. Mm. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce qu'on disait dans notre introduction, la loi de 2017 est assez révolutionnaire en soi sur les questions Oui, des femmes. oui, oui. D'ailleurs, l'article 227 du Code pénal tunisien va évoluer sur de nombreux points. Pour résumer, la définition du viol est élargie, puisqu'il va inclure non seulement le genre masculin et féminin, puisqu'avant il n'incluait que le genre féminin. Il n'est plus limité uniquement à la pénétration vaginale, c'est toute pénétration. Et aussi, chose qui est à noter, c'est que l'âge du consentement a été fixé à 16 ans. Autre chose, une autre mesure aussi importante de l'article 227 et 229, c'est que l'inceste est explicitement mentionné. C'est-à-dire là, pour le coup, l'inceste est criminalisé avec une peine à perpétuité et de 12 ans de réclusion criminelle lorsqu'il s'agit d'attentat à la pudeur, c'est-à-dire que c'est une agression sexuelle sans pénétration. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi, premièrement? Et ensuite, est-ce que pour vous, la législation actuellement en vigueur, depuis 2027, depuis 2017, pardon, elle permet de réprimer de manière efficiente, de manière concrète, les faits d'inceste? Ou est-ce que la loi pénale Oui, est susceptible d'évoluer? vous avez raison de dire que oui, c'est une loi révolutionnaire, même si elle n'a pas résolu tous les problèmes, même s'il y a encore des progrès à faire. Effectivement, la nouvelle définition du viol est très importante. Elle est très importante parce qu'auparavant, il n'y avait que les femmes qui pouvaient être violées, ce qui est une manière de voir très machiste. L'homme viole, mais il ne peut pas être violé. Aujourd'hui, on a enlevé ça, puisque toute pénétration, qu'elle soit vaginale ou autre, est considérée comme étant un viol. L'inceste est nommé pour la première fois en tant que circonstance aggravante du viol. Alors, pour les attentats à la pudeur, donc tout ce qui est agression sexuelle autre que le viol, on retrouve les mêmes circonstances aggravantes, mais on ne dit pas inceste. Donc, le législateur, on dirait qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Il l'a nommé comme circonstance aggravante du viol, mais après, le déni encore, il oublie de nommer pour l'attentat à la pudeur.
Donc, il y a encore des progrès à faire. Mais ce qui est très, très important dans cette loi, c'est que, je vous disais tout à l'heure, la plupart des affaires d'inceste que nous avons accompagnées, que la TFD a accompagnées, se sont soldées par des acquittements. Pourquoi? Parce qu'on écoutait plusieurs fois l'enfant. Et quand on écoute plusieurs fois l'enfant, il se lasse et puis il pense que les adultes ne le croient pas et donc il finit par se rétracter, par se contredire. Et dans ce cas-là, les juges acquittaient parce qu'il suffisait que l'enfant se contredise une fois, se rétracte une fois pour qu'il décide de l'acquittement. Et puis aussi, ce qu'on faisait, c'est que on confrontait l'incesteur avec l'enfant. Et l'enfant, quand il est face à son incesteur ou son agresseur, a peur et donc il se rétracte. Et là aussi, acquittement parce que la confrontation a fait que l'enfant est revenu sur ses dires. Donc là, on a enlevé la confrontation, elle est interdite aujourd'hui entre l'agresseur sexuel et l'enfant, elle est totalement interdite. Et puis on n'écoute plus plusieurs fois l'enfant, on l'écoute une seule fois et on l'enregistre. Alors, autre progrès de la loi de 2017, c'est qu'avant, la prescription commençait à courir à partir des faits. Et donc, si un enfant était agressé à l'âge de 5 ou 6 ou 7 ans, à l'âge de 15 ans, parce que c'est un crime, l'agression sexuelle, c'est 10 ans, donc 15 ans, 16 ans, 17 ans, et il était prescrit, il ne pouvait plus agir en justice. Là, on fait courir la prescription à partir de la majorité. Sans Est-ce pour que c'est autant, suffisant pour vous, justement? non, ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas allongé les délais de prescription. Donc, comme c'est un crime, c'est 10 ans. Donc, en Tunisie, on ne peut plus, quand on a été agressé sexuellement enfant, on ne peut plus agir à partir de l'âge de 28 ans. Or, les victimes, et c'est connu, en particulier les victimes d'inceste, ou plus généralement hein, les enfants qui subissent des agressions sexuelles, ne commencent pas à parler à l'âge de 28 ans, ils parlent plus tard. Sans compter qu'il y a beaucoup d'amnésie traumatique. Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ont écrit des livres et qui ont été amnésiques, mais totalement, pendant 30 ou 40 ans. Il y a des cas où la personne a retrouvé la mémoire à l'âge de 40 ans, alors qu'elle avait été agressée sexuellement à 7 ou 8 ans. Et elle se retrouvait à l'âge de 40 ans prescrite, ne pouvant plus faire d'action en justice. Je sais qu'en France, il y a certaines victimes qui ont essayé auprès de la justice de demander à ce qu'en cas d'amnésie traumatique prouvée, on considère que les faits ne sont pas prescrits, mais qu'ils commencent à être prescrits à partir du moment où la personne retrouve la mémoire. Mais la Cour de cassation française ne l'a pas accepté. Bon, maintenant, on peut essayer à Tunis, hein, on peut essayer auprès des juges de dire que voilà, la prescription est suspendue jusqu'à ce que la personne retrouve la mémoire. On peut essayer ça devant la justice tunisienne. Je ne sais pas si ça marchera en attendant effectivement une réforme de la loi pour que les délais de prescription soient allongés. Ou alors que ça devienne un crime imprescriptible. Moi, je considère que, comme je le disais tout à l'heure, le crime d'inceste est parmi les plus graves des crimes. Moi, je le place au même niveau que la torture. Et donc, comme la torture, ça doit être un crime qui est imprescriptible. Voilà, il faut que les agresseurs, les incesteurs comprennent une fois pour toutes que l'enfant est sacré et qu'on ne pardonnera pas et qu'on les poursuivra toute leur vie. Voilà. Et comme ça, même s'il y a amnésie, etc., on peut toujours porter plainte. Tout à fait, en espérant que justement les apories de la loi pénale soient résolues, peut-être pas dans le Parlement actuel, mais je l'espère dans des parlements un peu plus favorables à la question des droits des femmes. Une autre question qui jaillit, qui me vient, c'est aussi la question de la culture du viol. C'est un concept qui revient assez souvent dans les débats, que ce soit
dans les débats sociologiques, même de société. Alors, une brève définition de ce qu'on entend par culture du viol, puisqu'on entend des définitions assez très contraires médiatiquement, mais c'est un concept sociologique bien déterminé, puisque ça renvoie à l'ensemble des attitudes et des comportements partagés au sein d'une société qui minimise, voire qui normalise le viol. J'entends par exemple la dot, qui est toujours pratiquée en Tunisie, le devoir conjugal, qui peut être un motif de divorce au sein du couple, les réflexions ou encore les tenues des femmes lorsqu'elles ont subi un viol ou une agression sexuelle qu'on entend même parfois sur des plateaux télé tunisiennes. Donc, est-ce que vous, quand vous avez été présidente de la TFT et vous avez mené ce combat et que, je pense, nous saluons tous unanimement, comment on peut changer ces mentalités? Comment, malgré les pas malgré, mais avec les évolutions du droit, comment on peut faire appliquer justement la loi quand justement celle-ci n'est pas respectée. Oui. Oui, la culture du viol, c'est la culture patriarcale. Hein. Pour résumer, effectivement, c'est le corps des femmes appartient aux hommes, on peut l'utiliser comme on veut. C'est donc, oui, la culpabilisation de la victime, le déni des violences, etc. C'est tout cela. Je pense que et la loi de 2017 est très importante à ce niveau-là, mais malheureusement, elle n'a pas été mise en œuvre parce que dans la loi de 2017, il y a tout un volet sur la sensibilisation. Donc, sensibilisation du grand public, interdiction aux médias de véhiculer des images ou des propos, des stéréotypes sur les hommes et les rôles des hommes et les rôles des femmes. Mais c'est aussi la formation de tous les intervenants, c'est-à-dire les profs, les instituteurs, les médecins, les assistants sociaux, les juges, les policiers, etc. Tout ça, malheureusement, n'a pas encore été mis en œuvre. Et je pense qu'on en finira avec la culture du viol et avec cette normalisation des violences le jour où on fera une véritable sensibilisation et qu'on formera les principaux intervenants en matière de violence. Et donc, c'est un combat de longue haleine, en fait. Ça n'a pas encore véritablement commencé en Tunisie, même si, bon, il y a quand même la loi, mais qui n'a pas été suffisamment mise en œuvre. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Grâce à des femmes comme vous, je Ah, l'espère. merci. Je l'espère. Il y a aussi un passage de votre livre, on arrive à la fin, et un passage de votre livre sur lequel j'aimerais qu'on discute un peu, qui m'a aussi qui a beaucoup attiré mon attention, dont j'ai discuté avec les personnes avec qui j'ai travaillé ce café littéraire, c'est à la page 76, l'enfant agressé sexuellement a l'esprit colonisé par l'agresseur. On pense que c'est soi qui agit alors qu'on est agi par lui. Comment alors c'est assez intéressant. Pourquoi alors c'est assez ce terme de colonisation, il prête à l'interrogation. Ça, c'est un mot que j'ai repris de Muriel Salmona. Mais en fait, c'est une manière de dire que la personne est totalement sous emprise. Et donc, elle est en quelque sorte le jouet de l'agresseur qui la manipule. Voilà, ça devient une marionnette véritablement. Et il la manipule comme il veut. Il lui a un peu lavé le cerveau et il la commande. Voilà, elle est sa proie. Il l'a entre les mains et il en fait ce qu'il veut. Et oui, le terme vient de Muriel Salmona et je trouve qu'il est
pour expliquer l'emprise, il est très Très fort. révélateur. Et on se met, en fait, on se met à penser comme lui, en fait. C'est ça qui fait beaucoup la culpabilité. C'est-à-dire que sa perversion devient, la victime elle-même se sent être devenue perverse, perverse sexuelle. Euh, bon, c'est un mécanisme qui est terrible. Les groupes de parole de victimes d'inceste en parlent beaucoup. Elles parlent beaucoup d'hypersexualité chez les victimes d'inceste. Et en fait, elles se comportent comme si elles étaient l'incesteur lui-même. Donc une hypersexualisation où les relations avec les hommes se résument à du sexe. Où elles ont tout le temps cette idée du sexe dans la tête. Une perversion. Voilà, voilà, il lui colonise l'esprit, elle est sous emprise et il va faire en sorte que euh, elle va agir, elle va réagir comme lui. Bien sûr, et d'ailleurs, elle ne dit pas non. Elle ne dit pas non. Non, Et non, elle le dit, le narrateur le dit, elle ne dit pas non. non, non, Ça participe à cette non. colonisation Oui, oui, un enfant la qui a été personne. incesté ne sait pas, ne sait plus dire non, ne sait plus dire non. Et donc oui, il est la proie de tous les prédateurs sexuels et effectivement, c'est bon, bah, oui, ça, il fonctionne comme l'incesteur lui-même. Et c'est terrible comme sentiment chez l'enfant qui a été incesté de se dire ah, mais oui, mais je suis aussi pervers en fait, on ne dit pas que lui, mais on se sent soi-même devenu pervers. C'est terrible, ce système de colonisation est très dur à vivre. Très bien. Alors, pour encore une fois sur votre livre, est-ce qu'il va être traduit en tunisien? Et écoutez, j'espère, il y a une traduction qui devrait normalement être faite en arabe littéraire. Probablement à partir de cet été. La personne qui doit le traduire a promis de le travailler cet été. Et alors, en arabe dialectal, ça, franchement, j'adorerais. Et on m'a parlé d'une personne qui serait prête à le faire, mais je dois d'abord en parler avec mon éditeur, que je vois normalement cette semaine justement pour la traduction en arabe. Ce serait une excellente Donc, nouvelle. on a pensé, ah oui, ça serait formidable en arabe dialectal. Encore une fois, juste pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à Madame Mogne, elles seront les bienvenues. Madame Mogne, une dernière question. Est-ce que vous avez, quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs, c'est de prendre ma retraite, d'arrêter d'enseigner et donc de me consacrer peut-être à écrire, je ne sais pas, mais voilà, à faire ce que j'aime faire. Donc j'attends la retraite pour éventuellement continuer à écrire. Et avant de poser ma dernière question, je vois donc, une question qui nous vient d'une personne qui nous regarde et qui écrit: il fallait du courage pour écrire ce livre. Et est-ce que le fait d'écrire libère? Alors, c'est une question qu'on a déjà à peu près abordée, mais si vous souhaitez y répondre. C'est très libérateur, l'écriture. C'est très libérateur. Et alors, non seulement le fait d'écrire, parce que ce qui est très difficile quand on a eu un tel traumatisme, c'est justement pour qu'il ne devienne plus, pour qu'il cesse d'être un traumatisme, il faut pouvoir faire un récit autobiographique de ce que l'on a vécu, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Et en général, les personnes qui ont été traumatisées n'ont pas de mémoire autobiographique. Elles n'arrivent pas justement à faire un récit de comment c'est advenu,
Ensuite, ça s'est passé, ça s'est déroulé et comment j'ai vécu après. La mémoire reste figée à l'instant de l'agression et donc on ne peut pas faire un récit de soi. Et il y a un psychologue français dont je dis toujours le nom, qui est très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Le récit de soi. Et donc pouvoir faire ce récit de soi est très libérateur, très libérateur. Voilà, de développer donc cette mémoire autobiographique, de ne pas la laisser enfermée à l'instant de l'agression. Et pour moi, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Et aussi le fait que le livre soit publié. Parce que finalement, c'est plus notre histoire, c'est l'histoire du lecteur. Voilà, c'est celui qui va lire, qui va en faire ce qu'il veut et en quelque sorte, on coupe le cordon ombilical avec, enfin, le cordon avec le traumatisme. On se libère, c'est très libérateur. Tout à fait. Ça me fait penser à Sartre. L'écriture, c'est le don, et c'est donner justement la liberté au lecteur de se l'approprier, Oui, c'est ça. de vraiment Oui. de se le forger dans la construction de soi. Alors, je vois qu'on a plein de questions et on peut essayer d'en prendre quelques-unes, malheureusement pas toutes, mais notamment une qui est intéressante, c'est donc vous l'avez très bien expliqué, il y a la transmission de la violence, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'idées émancipatrices et d'actes forts que l'on peut transmettre? Oui, oui, bien sûr. Ben, moi, enfin, on en a parlé tout à l'heure, autant Nawel Saadawi que Simone de Beauvoir, que d'autres femmes, hein, après, des féministes, euh, par leur écrit ou par leur engagement, ont permis à ce que d'autres femmes puissent avancer et se libérer, oui, se libérer du carcan des violences ou du carcan patriarcal, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, oui, je ne sais pas pour la Mm. personne. Mais autre question intéressante, c'est alors ce traumatisme, est-ce que on arrive tout de même à le dépasser ou on apprend à vivre avec? Est-ce que finalement on l'a pas dans la peau? Si, on peut Parler s'en sortir, d'ADN. évidemment. Non, évidemment on peut s'en sortir. Le fait d'avoir été agressé sexuellement ou d'avoir subi un inceste n'empêche pas qu'on puisse réussir sa vie, avoir une vie professionnelle accomplie. Mais c'est dur. C'est toujours beaucoup plus difficile pour une personne qui a subi des violences que pour une personne qui n'en a pas subi. Tout est beaucoup plus compliqué, plus difficile, mais on y arrive. Évidemment qu'on y arrive. Vous répondez j'allais Mm. conclure avec notre très bel entretien avec cette question de est-ce que vous avez un mot d'espoir pour celles et ceux qui ont été victimes d'inceste? Bon, si vous souhaitez y répondre aussi, Oui, on sort, il on faut s'en sort. parler, hein. Comme je le dis dans le livre, il faut parler, ne pas se taire. Il faut parler d'une manière ou d'une autre, pas forcément avec l'écriture, mais on peut faire plein d'autres choses pour le dire. On peut le dire de manière anonyme dans un cabinet de psychanalyste, mais surtout, il faut en parler et faire voilà, ce récit de soi et donc C'est le développer terme. une mémoire, voilà, une mémoire autobiographique et en fait, oui, on y arrive, on s'en sort. C'est vrai que on est marqué par ça. Hein, on est marqué toute sa vie par ça. Mais si on prend les mesures nécessaires, enfin les mesures nécessaires qui sont tout simplement de prendre la parole et de dire, je pense que on peut vivre avec, on va dire.
Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence, de nous avoir justement légué ce livre à la postérité, à toutes ces personnes victimes ou non d'inceste qui pourront le lire et s'imprégner de votre très beau récit. Je vous souhaite très très bonne continuation, Madame Mogne, autant dans vos Merci. combats pour les droits des femmes que aussi dans votre vie personnelle. Beaucoup de réussite. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce premier café littéraire qui aura lieu, je l'espère, chaque mois sur un livre différent, une nouvelle personnalité, un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Nous allons continuer ce cycle sur les droits des femmes, sur les violences sexistes et sexuelles avec d'autres conférences qui vont venir tout au long du mois d'avril. Je vous invite à rester connectés avec nous, à liker notre page Carthago Nostrum et à vous abonner. Merci à tous et très bonne soirée. Merci, Mourad.